Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour aux petits membres de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, chaque vendredi vous retrouvez un épisode nouveau avec des histoires qui dépassent parfois largement le cadre du sport et qui nous rappellent que la véritable performance, elle ne se mesure pas uniquement en kilomètres, en dénivelé ou en chrono. Alors mon invité du jour a un parcours un petit peu atypique, il s'appelle Julien Vesser et à 18 ans, il a subi un accident de travail qui va complètement bouleverser sa vie. Il se retrouve amputé de la jambe droite sous le genou et pour beaucoup qui auraient vu leur rêve s'arrêter là, Julien lui a choisi d'écrire une nouvelle histoire. Et le sport va devenir son chemin de reconstruction. Il va continuer à pratiquer la moto, la motocross, puis le triathlon, le paratriathlon, jusqu'à décrocher un titre de champion du monde de cross triathlon en 2023. Vous allez le voir, Julien n'aime pas les limites que l'on croit infranchissables. Aujourd'hui, il s'est lancé un défi qui pourrait marquer l'histoire du trail, devenir le premier athlète amputé tibial à terminer l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB. Une boucle de 176 km et de près de 10 000 mètres de dénivelé positif. Alors après avoir validé chaque étape dans sa progression, avec tout d'abord la MCC, puis la CCC, il prendra fin août le départ de cette aventure hors norme avec une ambition aussi forte que symbolique. Vous allez vite vous rendre compte dans cet épisode que l'on ne parle pas simplement d'handicap ou d'ultra trail. Nous abordons avec Julien la résilience, la patience, l'innovation et la manière dont il a pu transformer cette épreuve de vie en moteur. Il est animé d'une conviction. Les limites que l'on croit subir sont souvent celles que l'on s'impose. Je te remercie infiniment, Julien, d'avoir pris du temps à quelques encablures de ce projet UTMB qui te conduira du côté de Chamonix en cette fin du mois d'août pour venir échanger derrière le micro du podcast À côté de mes pompes. Et sans plus attendre, chers auditeurs, je vous laisse profiter de mon échange avec Julien Vesser. Être le premier amputé à parcourir l'UTMB, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonsoir Julien, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes ce soir. On va parler montagne, trail, mais aussi inclusion. Et en discutant en off, on s'est rendu compte qu'il y avait quelques invités que nous avions en commun et même des connaissances. Alors je salue tout de suite Vincent, Boris et Daniel. Et bien évidemment, Julien, je te souhaite la bienvenue. Merci pour l'invite, Sébastien, avec plaisir. Julien, est-ce que tu peux te présenter pour que tu indiques aux auditeurs qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais actuellement dans la vie? Ouais, donc actuellement dans la vie, là, je viens d'arrêter mon job. J'étais jusqu'à il y a quelques temps encore recruteur pour Michelin, là, une boîte clermontoise, mondiale, mais avec on va dire le siège social à Clermont.
Et pour me consacrer à un projet sportif, quasiment à temps complet puisque après je développe une activité de conférencier aussi à côté. L'idée, moi, en fait, j'ai 39 ans actuellement, papa de 2 enfants et à 18 ans, j'ai eu un accident, de travail en job d'été qui m'a conduit à l'amputation de la jambe droite, donc en dessous du genou. Donc après, moyennant un peu de reconstruction avec, famille, et puis les amis, c'est vite le sport qui m'a remis en selle. Donc quand on parle de remettre en selle, dans un premier temps, ça a été la moto enduro que j'ai partagé avec, un de tes patriotes et ex-invité, Vincent Charbonnier. Et puis après j'ai bifurqué, vers le triathlon. On pourra revenir dessus pourquoi, vers l'âge de 31 ans, où j'ai fait un parcours de 4 ou 5 années dans le triathlon et ensuite, depuis 3 ans, je me suis focusé, sur le trail et donc j'avais réduit mon temps de travail un peu petit à petit et puis là, je viens de faire le choix, et sportif et parce que aussi, en termes d'opportunités financières, je peux vivre, de ça donc sur un projet d'ultra trail, quoi. Est-ce que ça a été une crainte pour toi de faire le grand saut dans cet arrêt de cette activité professionnelle? Parce que tu l'as dit, il y a une famille autour et il faut quand même, remplir le frigo. Oui, bien sûr, après, je pense que, des tous les sportifs, en fait, quand, on arrive un peu comme moi là sur le tard, surtout dans le milieu, qu'on a connu le milieu professionnel, enfin, classique, auparavant. C c'est en fait, on fait un saut vers l'inconnu, hein. C'est une prise de décision comme quelqu'un qui décide de monter son entreprise, hein, ni plus ni moins parce que c'est un peu ce qu'on fait avec toutes les incertitudes, qui pèsent sur la création d'une entreprise, hein. Donc dans notre cas, alors moi je fais les 2 en parallèle, mais il y a ce côté sportif. Aujourd'hui je sais qu'à court terme, il est viable. Maintenant, combien de temps, j'aurai ces opportunités-là? Combien on sait que, avec, en plus le handicap, on va dire dans un sport qui est très traumatologique, on va dire, on peut risquer la blessure et tout, donc tout ça, ça reste incertain. C'est un peu pour ça aussi ce que je te dis, moi en fait c'est sûr que ça a été des appréhensions. Il y a aussi, inconsciemment un peu la pression de l'entourage qui te dit: «Tu vas quitter Michelin quoi», donc c'est sûr un confort, une certaine, voilà, hein, souvent quand on rentre chez Michelin, on dit on y fait sa carrière. Donc oui, oui, forcément ça a été, c'est une prise de décision avec les doutes qui vont avec. Mais là où je voulais en venir, c'est que moi pour limiter les doutes et c'est un peu ce qui me caractérise aussi dans mes projets, oui, il y a du doute et de l'incertitude, mais pour faire ça, c'est aussi pour ça qu'en parallèle, je monte cette activité de conférencier. Cette année, de toute façon, c'était assez compliqué de vouloir tout mener et le projet sportif, on fait un film aussi. Et donc je pense que si je réussis bien mon année aussi, que ce soit sportivement et puis, médiatiquement, ça devrait m'amener à des contrats, assez intéressants et puis après je suis déjà un peu aussi, à réfléchir de la suite, au-delà de l'activité conférencier, peut-être passer mes diplômes d'entraîneur, ces choses-là pour, préparer la suite. Parce qu'on sait que ça sera le sport en tant que pratiquant, à ce niveau-là, c'est une parenthèse quoi, si grande soit-elle. Julien, est-ce que tu as toujours été très sportif? Comme tu l'es aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, hein, un peu plus tard dans l'épisode, tu t'attaques quand même à un gros morceau sur la fin du mois d'août. Qui était Julien quand il était plus jeune? Est-ce que tu étais déjà hyper actif, sportif, à bouger, à aller dans tous les sens? Ou est-ce que le sport est venu un petit peu plus tard? Heu, ben, Hyperactif, alors peut-être pas, et le sport pas à la hauteur de ce que je le pratique aujourd'hui, ça c'est sûr. Maintenant, voilà, nous on était, moi j'ai grandi dans un quartier là dans la Limagne, à côté de Clermont-Ferrand, un petit village où, ce que je dis souvent en fait on était un nos parents ont construit dans un lotissement, les terrains, tout le monde a construit un peu à 2 ou 3 ans d'écart en même temps et donc ce qui fait que c'est des jeunes couples qui sont tous arrivés en même temps, dans cet endroit-là et donc du coup, les enfants, on avait tous, dans la tranche de 4-5 ans de différence, on avait à peu près tous le même âge dans ce quartier et c'était une époque où en fait, il y avait pas tant de téléphone et tout que ça, donc on passait notre temps à jouer dehors, que ça soit, j'ai passé beaucoup de temps sur le vélo. On avait ce qu'on appelait le terrain de jeu au milieu où on jouait beaucoup au foot, tout le quartier se retrouvait là-bas
Et donc le sport, voilà, c'était plutôt comme ça et moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la gym, un petit peu de rugby et puis après j'ai commencé la moto, à 14 ans quand j'ai pu, avoir un 50, homologué quoi et avoir le droit de rouler, dans les chemins avec mon père qui pratiquait la discipline. Donc voilà un peu, quelle enfance j'ai eue, mais voilà, c'était du sport, loisir, même si j'ai toujours aimé la compétition. Donc à 18 ans, tu l'as dit, un job d'été, un accident, et là, ça a chamboulé radicalement ta vie. Enfin, c'est pas du tout ce que tu imaginais. À l'âge où on aspire à la liberté, à s'envoler un petit peu de ce quartier où tu étais et d'aller découvrir le monde, là, ça a été complètement stoppé. Oui, bah, c'est sûr que là, de toute façon, il y a un avant-après. Alors, moi, c'est sûr que l'avant, j'étais très dynamique, c'était beaucoup la fête avec les copains, il y avait le sport aussi, il y avait la pêche, voilà, c'était, et 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 tout ça, bah, oui, c'est vite arrêté, ça rebat les cartes, en fait, comme tu l'as dit un petit peu à 18 ans. C'est quand même, une période, on va dire, où déjà on se pose quand même naturellement beaucoup de questions, un peu sorti de l'adolescence, tout ça. Et le fait d'avoir cet accident donc, un peu pour donner le contexte aux auditeurs, c'était un job d'été, entre mon BEP et mon bac pro de mécanique, où je travaillais dans un garage poids lourd et du coup, j'ai eu à déplacer, des palettes, d'un point A à un point B, bien que n'ayant pas le permis. Et du coup, je me suis retourné, en fait, avec un chariot élévateur, et j'ai pris l'arceau, donc la partie, au-dessus du chariot qui est censée, du coup, nous protéger. Moi, elle m'est tombée, du coup, sur la cheville quand j'ai été projeté et ça m'a broyé à la cheville, quoi et c'est ça qui m'a conduit, on va dire, à l'amputation et avec, toutes les conséquences donc ça a eu. Donc comme tu disais, ben, voilà, hein, quand, on parle de reconstruction, il a fallu, tout réadapter en fait dans la vie et se «réorienter» entre parenthèses donc bah, c'est beaucoup de questions autour, du sujet, des filles. Moi je me dis: «Mais qui c'est qui va vouloir de toi?» Moi j'avais mes permis, ça veut dire qu'il va falloir revalider ses permis parce que moi j'ai la chance de alors la moto je conduisais avec un frein à la main, mais la voiture je la conduis normalement. Mais il n'empêche qu'il a fallu quand même prouver qu'on était capable avant de reprendre la route. Bah, au niveau professionnel, ça allait être compliqué de faire de la mécanique, c'est pas un sport, pardon, c'est un métier déjà qui use. Disons que donc faire ça avec une prothèse, monter, descendre dans les fosses, transporter des charges, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire toute ma vie, donc il y avait cette réorientation professionnelle, donc forcément ça rebat et redistribue toutes les cartes, très tôt. Comment tu l'as appris? Tu le savais quand le chariot est tombé sur toi ou c'est, au réveil, après une prise en charge, les médecins sont venus te voir et t'ont dit, «Bah, Julien, il va falloir, amputer et perdre cette jambe»? Non, j'ai eu un petit temps de préparation, on va dire, parce que bon, bien sûr que j'ai vu que la jambe était très abîmée parce que c'est mes collègues qui ont avec 2 baramines, ont soulevé le chariot élévateur et c'est moi qui ai tiré ma jambe pour la dégager. Donc j'ai vu qu'elle était très, très abîmée. Même si j'ai pas perdu connaissance, moi j'ai pas le souvenir d'avoir entendu ça. Peut-être qu'ils avaient pris mes parents à part. Mais en gros, quand je suis rentré en salle d'op, aux urgences, ils m'ont opéré directement et ils ont quand même dit à mes parents: «Bah, il rentre avec sa jambe, mais c'est pas dit qu'il ressorte à verre parce qu'elle est très abîmée et on pourra certainement pas la sauver». Le fait est que je ressors quand même du coup avec la jambe mais j'étais, mis en traction donc la jambe attachée en l'air dans le lit avec des fixateurs externes pour ceux qui connaissent et donc du coup, on a tout tenté pour la sauver pendant presque un mois d'hospice. Quand je dis tout tenté, c'est-à-dire qu'on a pris un morceau de grand dorsal là dans le dos, j'ai une cicatrice là de 30 centimètres. Ils sont allés piquer un morceau de grand dorsal, donc du muscle pour, en gros le greffer, sur la partie abîmée de la cheville. Mais la cheville était tellement abîmée que la greffe, elle a pas prise. En plus de ça, j'avais perdu beaucoup de sang, donc il a fallu qu'on transfuse et tout ça. Là, c'était des moments très durs parce que même avant l'amputation, si tu veux, j'avais perdu tellement de sang et je pense qu'aujourd'hui, enfin je pense, je suis à peu près sûr, mais l'explication est là, c'est qu'en fait, il y a eu tellement de soucis avec les transfusions, ce genre de choses-là. Ils attendent vraiment toujours the last minute pour transfuser. Donc moi, ils avaient essayé de refaire monter mon taux de fer et tout ça avec, je pense, le fer, tout ça pour essayer de refaire du sang. Mais, il a quand même fallu au final transfuser
plus des grosses anesthésies parce que la greffe, je crois que c'est 12 heures sur la table, donc ça use beaucoup. Et en plus, il y en a eu de nombreuses un peu répétées en un court laps de temps. Fait que tu vois, je me rappelle de 2 journées où j'avais même plus la force de parler. J'ai dû chuchoter 2 phrases à mes parents dans la journée et à dormir la moitié du temps. Parce que je pense que j'étais vraiment, là, j'avais vraiment touché le fond. Donc voilà. Et après, ben, cette greffe qui prend pas, 2 jours après, on s'en rend compte parce que voilà, ça nécrosait et tout ça. Donc là, ils sont revenus me voir en me disant, bah, du coup, on peut la garder ou l'amputer, mais si on la garde, en fait, ça sera que des problèmes. Et puis t'en feras rien. Donc, disons que j'ai pris la décision avec mon entourage d'amputer, mais bon, parce que c'était quasiment une décision. J'ai pris une décision, presque forcée quoi d'amputer. Et puis aujourd'hui avec le recul, c'est quelque chose que je regrette pas d'ailleurs parce que si tu as des gens qui sont un peu dans cette situation, ça pourra peut-être aider mon témoignage. Mais, j'ai depuis, croisé, plusieurs personnes et j'ai même des personnes qui sont venues me demander, qu'est-ce que c'était la vie d'amputé, qui ont eu des gros accidents et qui eux, heu, par chance au début, ils croyaient, hein, ont pu quand même conserver leurs jambes. Mais au bout de 4-5 ans, si tu veux, ils en faisaient rien. Des douleurs nerveuses insupportables, ils étaient sous opiacés, sous tout un tas de traitements et en fait, il y a 2 personnes notamment qui sont venues me voir et qui ont franchi le pas, pas que grâce à mon témoignage. Je pense qu'ils faisaient leur chemin et puis mon témoignage était une pierre à l'édifice quand ils ont vu ce qu'on pouvait accomplir, avec une jambe en moins et c'est pas évident parce qu'il faut aussi, bah, accepter d'en laisser un morceau et ça aussi, psychiquement, c'est pas simple quand tu as le choix. Mais les 2 personnes ont fini par franchir le pas et les 2 ont été unanimes. Elles m'ont dit: «Mais j'aurais su, j'aurais fait ça dès le début» parce qu'en gros, j'ai souffert 5 ans. Je me suis accroché à vouloir absolument garder cette jambe, mais j'ai perdu mon temps, j'ai passé des nuits horribles parce que bon, voilà, quand on est touché par toutes ces douleurs nerveuses et tout ça ou qu'on est bourré d'opiacés ou de choses comme ça, bon, c'est vraiment pas une vie donc tout ça pour dire que moi, si tu veux, sur l'instant T, tu prends un peu la décision forcée, presque, mais c'était une décision que j'ai jamais regrettée parce qu'en fait, tous ceux que j'ai vus qui ont voulu insister un peu avec ce type de blessure, bah, ils regrettaient de pas l'avoir fait plus tôt. À cet instant-là, tu te voyais faire, accomplir ce que tu peux faire aujourd'hui? Est-ce que tu imaginais un jour pouvoir de nouveau recourir, faire ces sports vraiment outdoor? Le trail, c'est pas, courir sur le macadam, sur du bitume, on a quand même quelque chose d'escarpé. À l'époque, est-ce que c'était aussi simple que ça de d'émettre cette volonté, d'une, de se remettre debout, c'était peut-être ton premier objectif, mais derrière d'aller pratiquer le sport? Hem, alors moi, recourir et penser à aller faire un UTMB, non, pas du tout parce que même avant d'être amputé, j'aimais pas courir et puis, ce qui m'a remis à la course à pied, c'est à 31 ans, le triathlon et entre-temps, j'avais pas eu plus envie que ça de courir. Par contre, de reprendre le sport et la moto, oui. Après, l'ère des réseaux sociaux n'était pas présente il y a 21 ans, donc c'était quand même beaucoup plus compliqué dans mon cas de la moto d'enduro de trouver, en fait, des modèles, qui étaient amputés et notamment pour adapter la moto, qu'est-ce qu'ils avaient pu mettre en place? Donc de se projeter, cette projection, elle était difficile, mais malgré tout, on avait trouvé quelqu'un en Bretagne, je me rappelle, qui avait adapté sa moto, qui avait fait un article dans Moto Verte à l'époque. Donc ça m'avait permis de me dire: «C'est possible» et puis après, bah, avec mon père, on a trouvé un peu les clés pour adapter le frein arrière à la main sur la moto et donc après, voilà, j'ai fait, une douzaine d'années, je pense, peut-être un peu plus de moto d'enduro et en compétition d'ailleurs, hem, parce que j'étais vraiment animé par ça. C'est ce qui me plaisait et puis je dis souvent quand il t'arrive un traumatisme ou une blessure comme ça, assez importante ou un handicap, ce qu'on veut surtout dans un premier temps, c'est pas faire des exploits, c'est reprendre sa vie d'avant, avant le handicap, avant le traumatisme. Donc moi, la vie d'avant, c'était les copains, la famille, la fête, la moto, sportivement. Bah, du coup, j'avais envie de faire de la moto et j'ai pas eu un besoin non plus d'aller vers le monde du handisport, puisque mon sport, c'était la moto et que je voulais reprendre la moto. Et après, ben, je pense que, en fait, c'est les opportunités de la vie, c'est des chemins qu'on croise, c'est aussi en parallèle de tout ça,
parce que c'est long, hein. Moi, on compare ça souvent quand même au deuil, l'acceptation du handicap et tout ça. Bah, du coup, c'est quelque chose qui prend du temps et petit à petit, on gagne en confiance. On a des opportunités. Moi, ça a été de croiser la route du triathlon. Quand j'ai croisé la route du triathlon, là, j'ai pris conscience un peu que potentiellement, il y avait des belles choses à aller chercher dans le handisport et notamment un parcours, avec l'équipe de France relève, des opportunités d'aller courir sur le circuit international. Donc là, j'ai commencé ça m'a mis un peu des étoiles dans les yeux et ça m'a permis de rêver un peu plus grand. Et puis après, d'autres opportunités, notamment avec Salomon et cette passion aussi pour l'outdoor, de manière générale, puisque j'ai passé, des années dans les chemins, en moto, à d'autres vitesses qu'en course à pied. Mais l'essence du sport, c'était quand même d'être dans la nature et de croquer dans des beaux paysages, et de creuser un peu les chemins. Et donc après, ben, a démarré ce projet trail et quand j'ai voulu aller vers le trail, bah, forcément vers le trail, en fait, ce qui m'animait, c'est toujours pareil, la compétition, la performance. Donc dans mon cas en trail, il y a pas de catégorie handi, ce qui n'est pas un problème. Mais par contre, moi, il fallait que je trouve des défis et mon défi, voilà, c'était d'aller vers l'ultra et comme là, quand on parle, bah, du TMB, bah, d'être le premier amputé à terminer l'UTMB, c'est un peu ça qui m'anime aujourd'hui. Donc, on aura la réponse, d'ici fin août. Pour revenir sur ta passion pour la moto, Julien, là, tu te confrontais à des personnes qui avaient leurs deux jambes. Qu'est-ce qui faisait la Mmh. différence? Est-ce que tu arrivais quand même à rivaliser avec ton expérience et avec ce panache que tu pouvais avoir? Tu le disais, hein, j'avais envie de reprendre ma vie d'avant tout simplement, sans pour autant qu'on me fasse de cadeaux. Ouais, alors ça, tu vois, c'est rigolo justement, c'est un peu ce que je venais de souligner. En gros, j'ai fait de la moto pas en catégorie handi. J'ai croisé la route, entre parenthèses, donc du coup du handisport, avec le triathlon. Alors le triathlon, c'était un peu il y avait les 2. En gros, quand je faisais des épreuves régionales et tout ça, bah, du coup, je courais au milieu des valides, en gros. Et après à l'international, là, on est vraiment classifié et on est du coup en handi avec des catégories. Et ensuite, là, je suis retourné du coup au trail où je reviens, heu, au milieu de la masse, du monde est mélangé. Donc pour comprendre, c'est du coup, moi, c'était alors le handi, j'ai adoré croiser la route, ça m'a apporté plein de choses aussi de croiser plein de profils et tout. Cette communauté m'a nourri, m'a permis de voir aussi d'autres histoires, de relativiser aussi mon parcours, même si je pense que c'est une de mes forces dès le début, mais bah, c'est d'autres piqûres de rappel parce que tu croises des parcours plus chaotiques que toi, des gens que tu estimes avoir eu encore moins de chance que toi et tout, donc ça t'aide aussi à toujours une petite piqûre de rappel pour te remettre en place et t'aider à relativiser ta situation. Bah, notamment, tu vois, par exemple, si je parle dans le handi, tu vois, il y a des gens, ben, nous en triathlon, on avait 2 catégories de malvoyants. Bah, tu vois, des fois, même là, j'y pense encore. Bah, moi, aujourd'hui, en fait, OK, j'ai besoin d'une prothèse pour aller courir, mais je suis autonome. La personne qui est non-voyante, tu vois, elle est systématiquement, pour aller s'entraîner, a besoin d'avoir son guide, ces choses-là. Et donc, tu vois, ça, c'est vraiment compliqué, c'est une vraie contrainte au quotidien. Moi, c'est pas que c'est pas une contrainte, mais ben, je la gère tout seul, j'ai pas besoin d'une tierce personne en permanence pour m'entraîner, donc toutes ces choses-là, tu vois, ça te permet un peu de relativiser et hem et du coup, moi en moto, en fait, je pense que ce que ça m'a aidé, j'ai jamais été un grand pilote parce que je pense simplement après il y a des gens qui sont plus doués que d'autres et puis voilà. Mais je pense que dans mon parcours, moto après les dernières années, je faisais ce qu'on appelle de l'enduro extrême, donc là, c'est une course un peu où tu franchis un maximum de checkpoints en un temps imparti. On avait 8 heures à peu près en général de moto et tu faisais des tours et puis la difficulté en général augmentait crescendo. Souvent, il y avait, 3-4 finishers, hein, les meilleurs, les élites et puis les autres, en fait, le classement, ce qu'il faisait, c'est les checkpoints que tu avais pu valider et moi, je pense que, bah, de toute façon, hein, même ce qui me caractérise aujourd'hui, c'est pas des qualités physiques ni techniques, hors du commun, ça, c'est sûr. Les tests physio le prouvent, mais clairement, c'est un mental et une volonté de travail et une passion pour ce que j'entreprends donc c'est ça vraiment qui a fait ma force et hem et c'est sûr qu'après en termes de rivalité, ben, non, il faut bien prendre conscience que tu as un handicap, donc quand tu joues dans la cour des valides, la moto, vraisemblablement, j'aurais même avec, du talent, j'aurais pu faire mieux, mais j'aurais jamais pu jouer dans la cour des grands parce que c'est quand même un handicap et que ça t'handicape. Au niveau triathlon, bon, c'est plutôt un parcours, commencé sur le tard et peut-être là aussi pas assez de qualité, physiologique.
Mais là, disons qu'on était classé en catégorie d'équivalence, donc là, je veux dire, c'était pas un problème. Et là, si je reviens dans le trail aujourd'hui et la course à pied, ben, moi, si tu veux, ce qui fait la différence, enfin, surtout quand on va vers le trail, plus le trail est technique et dur, plus l'impact de la prothèse sur le chrono est important, on va dire. Si tu veux faire un peu un parallèle, là, ce week-end, j'ai fait un urban trail sur route. Je crois que sur plus de 800, je dois rentrer 70e, tu vois. Euh, sur les côtes rails de Paris, c'est un peu les mêmes ratios. Si je fais un marathon du Mont Blanc, par exemple, qui est beaucoup plus technique, là, les autres années, tu vois, j'avais du mal à passer la première moitié de classement, tu vois. J'étais tout juste dans la première moitié, tout juste. Là, quand même, je viens de trouver une autre prothèse qui depuis, m'a fait gaper énormément en descente. Donc là, si tu veux, en termes de résultats, voilà, j'arrive à rentrer dans le premier quart, on va dire. Heu, mais heu, mais ce qui fait ça, en fait, ce qui fait que et je peux encore, je pense, progresser, mais clairement, si tu prends l'UTMB, j'irai jamais jouer avec un François Daen, voilà, avec un Thibaut Barognan, avec ces gars-là, en fait, ça court, enfin voilà, même, je veux dire, en faisant tout ce qu'il faut et tout, l'impact, du handicap, heu, bah, il porte bien son nom, hein, quand même, donc il handicape sur le chrono clairement. Mais c'est quand même moi je m'attache quand même puisque pour l'instant et ce sera peut-être, l'avenir, en tout cas j'en parle beaucoup et j'aimerais qu'on évolue sur ces sujets-là. Mais tout de suite, il y a pas de catégorie handi, donc moi qui suis un compétiteur, bah, ce à quoi je m'attache, c'est à aller chercher toujours ce premier quart de classement, de toute façon à donner le meilleur et puis, bah, de mesurer ma progression comme ça, par rapport aux valides, quoi. Heu et après pour le reste, ben, voilà, je fais un peu de lobbying. J'aimerais, en fait, ma vision, moi, de la chose, c'est qu'aujourd'hui en triathlon, ça a marché au niveau international, ça marchait pas trop mal aussi au niveau français, le système de classification et de catégorie, dans un sport qui est de niche, on va dire, par rapport, à la course à pied. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de volonté des orgas, des fédés et tout ça, avec lesquels je discute, hein. Heu, mais je pense que clairement, on pourrait assez rapidement avoir quelque chose de cohérent, en termes de classement et de catégorie en handi parce que ça marchait en triathlon et que je pense que le nombre de pratiquants en course à pied, est, beaucoup plus important. Donc parce que c'est sûr que des podiums à 3, c'est pas très intéressant, mais je pense qu'en course à pied, justement, on pourrait vite arriver avec du nombre et avec le nombre de la densité et ça m'intéresserait vraiment. Au quotidien, Julien, combien de prothèses tu utilises? Tu en as peut-être une pour la vie de tous les jours et une, deux autres spécificités avec peut-être du carbone. Tu disais, j'en ai une nouvelle, elle est peut-être un petit peu plus rigide. Comment ça s'harmonise là, ces prothèses et combien ça coûte? Parce que est-ce que la sécurité sociale aujourd'hui te permet de pratiquer ton sport ou est-ce qu'il faut mettre la main au porte-monnaie? D'où peut-être ce besoin de sponsors, de mécènes, de personnes qui vont t'accompagner parce que bah, c'est pas commun, c'est pas pour tout le monde. Donc là, comment ça fonctionne ces dotations en prothèses? Ouais, bah, ouais, question très intéressante. C'est sûr que, du coup, on a plusieurs types de prothèses en fonction de ce qu'on fait. Dans mon cas, j'en suis presque à 4 maintenant. 4 parce que déjà une pour tous les jours, ouais, la vie de tous les jours. Donc là, l'idée avec celle de tous les jours, c'est de marcher le plus proprement possible, c'est-à-dire sans boiterie et confort. Donc ça c'est pris en charge par la sécurité sociale parce que tu es dans la vie de tous les jours et ça, c'est déjà une chance malgré tout, même si on pourra faire beaucoup mieux, on va en discuter, mais c'est déjà une chance parce qu'on est en France et que c'est pas la même chose dans d'autres pays, même des pays, développés et ensuite, dans mon cas, j'en ai, je dirais maintenant 3 autres de plus, donc ce qui fait 4 en tout. C'est parce que j'en ai 2 avec des lames, mais j'ai 2 lames, avec des rigidités différentes. En gros, j'en ai une avec une lame plutôt rigide pour la route parce que c'est là où on va vite et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lames, il y a plusieurs rigidités et la rigidité, il y a 2 choses qui la conditionnent. Il y a le poids déjà, forcément, une personne qui fait 50 kilos et une qui en fait 120, on va pas la mettre sur la même rigidité de lame pour des raisons évidentes et la deuxième aussi, c'est une notion
vitesse. Et c'est-à-dire que, par exemple, celui qui va faire du sprint, ce qui est pas mon cas, hein, mais celui qui fait du sprint, il a une lame très rigide parce que sur un temps court, c'est des gens très musclés, ils sont capables de l'écraser fort et donc du coup, plus il l'écrase et qu'elle est rigide fort, plus elle renvoie fort et donc c'est pour cette performance-là, c'est intéressant. Donc moi, c'est pas mon cas. Si tu veux une référence un peu sur 5 kilomètres, je suis à peu près à 18-15. Ça, c'est mon meilleur score. Mais du coup, pour faire ce genre de ciblage, j'ai une lame qui est un peu dure. J'en ai une qui est un peu plus souple, que j'utilise en trail du coup, mais en trail roulant. Bien que l'année dernière, j'avais pas l'autre technologie, la dernière dont je vais parler. Donc l'année dernière, avec cette lame-là, j'ai fait la CCC, donc le 100 km sur UTMB, entièrement avec la lame. Et là, depuis peu, il y a un nouveau pied qui vient de sortir, qui m'offre beaucoup plus de stabilité, un peu moins de renvoi qu'une lame, mais disons que sur de l'ultra, du coup, moi, les allures sont beaucoup plus faibles, mais le confort qu'elle m'offre et le gain, en fait, c'est une petite lame, mais dans laquelle on peut la rentrer dans une chaussure et elle a un talon aussi derrière, une mousse faite par Salomon, qui permet d'avoir un déroulé de pied classique contrairement à une lame et qui fait que moi, une de mes principales difficultés avant en travail avec les lames, c'est quand ça devient technique, c'est le côté technique pour des questions de stabilité parce qu'avec la lame, on repose sur ça. Là, du coup, j'ai l'équivalent d'une basket avec cette nouvelle. Donc, beaucoup plus de stabilité qui génère donc moins d'entorse sur la jambe et aussi moins de fatigue à être toujours dans le contrôle, à chercher à rattraper. Très, très important quand on veut faire de l'ultra du coup, la gestion de la fatigue. Et la deuxième aussi, c'est que dans les descentes, cette lame, faut vraiment la voir comme un ressort. Et elle, plus tu l'écrases, plus elle rebondit. Et donc, plus la descente était importante, plus elle s'écrasait, plus elle rebondissait. Là où toi, tu cherches plutôt à freiner. Donc, ça veut dire qu'après, tu, ça impactait énormément la jambe valide et du coup, générait beaucoup de fatigue là aussi. Donc là, cette nouvelle technologie me permet plus de stabilité et avec un déroulé de pied qui fait que je peux là faire une attaque talon sur la mousse et pas sur la lame. La mousse amortit et elle me permet de moins renvoyer avec la lame et donc de moins m'emballer en gros en descente et moins d'efforts à produire pour freiner. Donc voilà un petit peu les spécificités. Et pour la dernière, donc du coup, chose que tu évoquais, c'est là pour ce qui est de la prise en charge, pour toutes les autres lames dont je t'ai parlé pour courir. Là, c'est à la charge des patients, puisque considéré, le sport est toujours considéré comme un loisir en France. Et donc, du coup, la Sécu, pour l'instant, ne fait pas le choix de rembourser ces pieds-là. Et donc, ils sont à ta charge. Et si on parle d'ordre de prix, on est entre 4 et 8 000 euros par système, quoi. Avec une durabilité sur le nombre de kilomètres que tu vas parcourir, tu l'évalues à combien? Moi, la durabilité de ce côté-là, j'ai pas eu tellement de problèmes. Heu, Aussi parce que je bosse avec eux et qu'ils me l'ont réparé 2 ou 3 fois, mais dans mon cas, je pense que, en fait, je pense que pour la moyenne des gens, je crois qu'elles sont données pour 5 ans. Dans mon cas, en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que la lame que moi j'utilisais beaucoup en trail parce que c'est vraiment très dû aussi à l'utilisation. Si tu l'utilises que sur route, la lame, je pense qu'elle peut même faire 10 ans et ça dépend aussi, enfin, tu vois, tu as celui qui va faire 5 000 bornes à l'année et celui qui va en faire 200. Mais, mais après, moi, en trail, là où ça l'utilise beaucoup, c'est que, en fait, cette lame-là, il y a une espèce de semelle Salomon qui vient dedans là pour parce que tu peux pas courir sur le carbone. Et donc dessous, j'ai du grip, notamment, ça fait comme une semelle hein, avec des crampons. Et c'est qu'en fait, dans cette semelle-là, du coup, à cet endroit-là, se glisse la flotte, les cailloux, et du coup, ça vient abraser en courant le carbone. Et donc, du coup, ma principale en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rechargé régulièrement en carbone parce que la lame, en fait, elle réduisait à vue d'œil parce que le caillou venait abraser la lame. Mais je dirais en utilisation classique, pour 5 à 10 ans une lame. Heureusement, ça dure assez longtemps. Et une question qui vient souvent aussi, c'est sur le côté casse. C'est du carbone qui est utilisé pour les fuselages d'A380. Elles ont passé des tests en labo. Il y a aucune raison qu'on casse une lame et puis moi j'ai descendu enfin j'ai jamais eu crainte que la lame casse net quoi. Ça c'est il y a pas de souci de ce côté-là. T'as pas souhaité faire un parallèle entre le Cross Climate de Michelin et la lame carbone?
Ouais, ouais, non, j'ai pas osé, j'ai pas osé. Je maîtrise moins le pneu, hein, parce que moi j'étais au recrutement, donc si tu veux, les pneus, ils étaient loin. Alors justement, par rapport à cette, lame carbone, tu évoquais justement cette rigidité. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es sur ce «moignon» entre guillemets cicatrisé ou est-ce que tu as encore des douleurs comme tu l'évoquais justement sur la Maxi Race où, il y a quand même, 2 décennies, avec, cette jambe amputée, mais tu en ressens quand même des douleurs? C'est lié à quoi? À la suractivité, au fait de l'utiliser un petit peu plus? Parce que tu dois peut-être rencontrer de l'inconfort parfois? C'est peut-être pas si simple que ça à gérer cette jambe sur lequel il manque un pied. Ouais, ben, forcément, hein, comme, enfin voilà, le mot, c'est vraiment ça, c'est handicap, donc ça te suit, c'est toujours un équilibre précaire à trouver de toute façon déjà parce que, bah, il y a la partie justement qui vient s'emboîter sur le moignon, qu'on appelle tout vulgairement et simplement une emboîture du coup. Ça, c'est quelque chose qui est moulé, sur mesure, donc maintenant il y a des nouvelles technologies, c'est moulé un peu au laser, hein. Ils font un scan en gros. Moi j'utilise encore, le plâtre, donc sinon c'est un moulage en plâtre. Mais du coup, en fait, c'est que le moignon, il vit. Il vit, en fonction, bah, de ta prise de poids, de ta perte de poids, mais il vit aussi, même à isopoids, bah, comme moi, en fait, tu te doutes bien, comme tous les autres sportifs, que quand tu prépares, là, l'UTMB, là, je suis dans le gros de la préparation, mais je m'entraîne pas toute l'année de la même façon. Donc en fait, la autant ta cuisse que l'hiver, tu vois, ben, en fait, il bouge avec la saisonnalité et donc du coup, c'est pas évident. Il faut arriver à tout le temps avoir une emboîture adaptée. Ça, c'est une des premières clés et aujourd'hui, bah, là, je tâtonne un peu avec ça. Je tâtonne avec ça parce que et d'une, le moignon, ben, il est dans une phase là où il bouge. L'année dernière, j'ai plus été embêté un mois avant la CCC. Donc ce qui me fait dire que j'ai encore le temps, mais ça rassure pas quand enfin ça me met toujours une source de doute quand même supplémentaire. Et la deuxième chose là, bah, c'est que cette année, j'ai changé vraiment un paramètre, c'est ce nouveau pied dont je te parle avec lequel donc je reprécise celui avec la chaussure et le talon Salomon donc celui-là, il me rend vraiment plus efficace. J'ai gagné énormément de temps sur mes temps de course. Heu, je gagne beaucoup en fatigue, en stabilité. Maintenant, c'est une foulée bien différente. Donc bien différente, ce qui fait que les zones d'appui, même dans la même emboîture, sont différentes. Ça décale les points d'appui. Et entre parenthèses, là où, ma peau était tannée et ben, elle ne l'est plus sur certaines zones, donc ça me génère des blessures avec ça. Et il y a le fait aussi que je descends beaucoup, mais beaucoup plus vite, surtout sur des formats 40-50, hem, comme j'ai pu faire là ces derniers mois. Et donc du coup, bah, ça tape vachement plus fort à la descente et donc bah, là, c'est pareil, c'est que la prothèse, faut qu'elle soit vraiment nickel dans ce cas-là et ça, je pense que ça m'embêtera moins sur l'UTMB parce que les allures seront beaucoup plus faibles en descente. Je vais être beaucoup plus dans le contrôle pour m'économiser. Mais n'empêche que tout de suite, bah, sur ces formats 50 et tout ça, ben, ça me génère aussi des blessures parce qu'on tape fort dedans et qu'on descend, bah, je veux pas dire, à bloc, hein, parce que ce serait exagéré, mais je descends beaucoup plus vite que ce que je descendais par le passé puisque, bah, la musculature de l'autre jambe est là et que j'étais surtout gêné par la technologie avant. Donc voilà, là, je suis face un peu à ces problématiques et donc bah, là, c'est tu vois, cet après-midi, j'étais encore, chez mon prothésiste à refaire des ajustements. On chauffe les zones qui gênent, on les remoule, on les évase. Voilà, on essaye de trouver les clés et sachant que, je sais pas si ça va parler aux gens, mais ce qui est difficile, c'est que le but là, dans justement cette emboîture, hein, qui est un cylindre, hem, c'est que quand tu as mal là, bah, tu essayes de décharger un peu la zone là, mais quand tu décharges cette zone là l'idée en fait, c'est que la prothèse normalement, elle appuie à peu près de manière uniforme partout pour tenir et puis pour répartir la charge des impacts, mais s'il y a des endroits qui font un peu mal comme des têtes de péroné, des trucs comme ça, bah, des fois on essaye de les soulager, mais quand tu soulages un endroit, ça veut dire que tu appuies plus à un autre et donc du coup, des fois, tu décales le problème. Donc c'est vraiment une alchimie assez complexe à trouver que ces dernières années, j'ai réussi à trouver, pour les objectifs principaux, mais
qui est toujours assez complexe, quoi. Et quand je vois, bon, je te dis, moi, maintenant, c'est vraiment mon métier, donc je fais ça de manière professionnelle, mais j'ai plein d'amis autour qui courent aussi dans ces conditions-là avec des prothèses et qui sont régulièrement embêtés par des bobos, des blessures sur les moignons, quoi. Moi, quand je dis l'année dernière, même moi, hein, pour moi, c'était exceptionnel quand je fais 100 kilomètres l'année dernière, 22 heures de course à pied dans une emboîture, en finissant sans aucun échauffement ni égratignure. Quand je parle ça dans le milieu des gens qui sont concernés, tout le monde me dit que c'est improbable. Et c'est vrai que, bon, peut-être une bonne étoile aussi, mais là, c'était improbable. Il faudrait recréer ces conditions pour que, bah là, on va faire x2 presque. Ça va être 40 heures dans l'emboîture de course. Et clairement, si tu commences à avoir ce qui se passe tout de suite, des blessures, des coupures au bout de 50 bornes, ça dépend de l'importance. Je dis pas que c'est pas impossible de finir comme ça, mais toujours est-il, déjà que la notion de plaisir, des moments, elle est compliquée parce qu'on va pousser nos retranchements. Là, ça veut dire serrer les dents sur, bah, des douleurs assez vives et tout ça, ça va complexifier fortement la tâche, voire la rendre impossible. Donc c'est vrai que là, faut qu'on trouve les clés et on bosse activement à ça. C'est le chantier du moment. Alors Julien, en trail, on dit souvent qu'il faut avoir du pied. Toi, il t'en manque un. Comment tu appréhendes un caillou qui pourrait riper, qui pourrait s'entraver dans ta lame? Est-ce que tu as quand même une sensibilité? Comment tu appréhendes justement ce relief qui n'est pas du macadam, c'est pas du bitume? Donc là, il faut quand même regarder où tu vas poser ta lame. Est-ce que ça nécessite justement cette alchimie entre la jambe valide et puis de l'autre côté une pose de pied, le regard? Est-ce que tu as au niveau du moignon quand même une sensibilité qui te permet de percevoir les appuis? Ouais, bah, je pense qu'avec le temps maintenant, j'ai appris, bah, notamment la lame avec laquelle j'ai beaucoup couru. Maintenant, là aussi, il faudra adapter ça un peu, mais c'est plus facile parce que ce confort-là, cette stabilité gagnée avec cette nouvelle prothèse vont rendre les choses plus faciles parce que quand tu passes d'un truc vraiment très instable à un truc qui est beaucoup plus stable, bon, dans ce sens-là, l'adaptation, elle est un peu plus facile à faire, mais elle est quand même nécessaire. Bah, oui, oui, tu ressens quand même dans le moignon, mais je pense qu'une des premières qualités déjà, bah, c'est le regard comme tu disais et bah, je pense que forcément en trail pour tout le monde, c'est une qualité à avoir parce que, bah, c'est très complexe avec tout ce qu'on peut rencontrer, hein, cailloux, dévers, racines, sol instable, sol glissant, enfin voilà donc c'est sûr que cognitivement, ça demande énormément d'énergie, heu, avec la lame vraiment, vraiment beaucoup. Là, un petit peu moins quand même parce que, bah, vu que j'ai gagné en stabilité, bah, si tu veux, ça permet d'être un peu moins précis, dirons-nous, qu'avec la lame, ça pardonnait pas et du coup, c'est pour ça que mes allures, elles étaient réduites parce que pour contrôler où tu allais la poser, en descente, bah, il fallait, pas trop s'emballer. Quand c'était technique. Bon là, j'avoue que ça va beaucoup mieux. Après je pense, bah, tu vois, mon passif de moto, là, il m'aide beaucoup parce que, bah, si tu veux, en moto, je sais pas si vous aviez évoqué ça avec Vincent qui, en plus, lui, je sais pas si tu en as parlé, mais en moto, il est un peu humble, mais il faisait partie un peu de l'élite française, en moto enduro et donc si tu veux, en moto, tout va très vite quand même et beaucoup plus vite qu'en course à pied donc si tu veux, le regard, machin, enfin moi, en plus, à côté, je fais beaucoup de vélo de route et de VTT, principalement l'hiver, mais j'en fais quand même encore un peu là, à l'heure actuelle, moins, mais j'en fais un peu. Donc tout ça, en fait, si tu veux, c'est des réflexes et tout, qui sont développés à des allures bien plus importantes. Donc ça m'aide, mais n'empêche, ce qui est dur, c'est que quand tu fais de l'ultra, bah, faut être impliqué cognitivement, pendant des heures et des heures. Ça, c'est compliqué, quoi, pour tout le monde, mais là, d'autant plus que ça pardonne moins avec une prothèse et puis après, ben voilà, poser au plus propre possible. Là, cette prothèse-là, quand même, me permet d'être un petit peu moins précis et pardonne un peu plus. Parce que c'est ce que je te disais avant, c'était, un minimum, 3 entorses, à l'année, plus, régulièrement la cheville qui tournait, qui sans aller à l'entorse. Mais du coup, en plus, bah, toi qui pratiques, tu sais un peu ce que c'est. Enfin, tu vois, une fois qu'elle a tourné et tout, bah, tu perds en confiance. Tu sais que si tu as encore beaucoup de kilomètres à faire derrière, faut être très, très prudent parce que si elle retourne, là, tu as une chance sur 2 d'y aller à l'entorse. Hem, donc ouais, ouais, c'est tous ces problèmes-là en plus.
qui font que ouais, ça rend la tâche pas simple et aujourd'hui, si je te dis, ce serait une grande fierté d'être le premier à terminer l'UTMB, ce serait une grande fierté parce que ça demande quand même tellement de choses à mettre bout à bout. Il y en a d'autres qui ont essayé et pour l'instant, personne n'y est arrivé parce que il y a tellement de facteurs à maîtriser et plein de choses que, enfin, ce serait vraiment beau de réussir et moi, je suis vraiment convaincu que c'est possible. Si c'est pas moi, ce coup-là, je retenterai d'autres fois de toute façon et puis je pense qu'il y aura d'autres personnes à l'avenir pour le tenter. Mais je pense quand même que ça sera un nombre très limité parce que ça demande d'empiler énormément de choses, à mettre bout à bout pour pouvoir réaliser ce genre de performance. Alors ta préparation pour cette UTMB, Julien, elle a commencé quand? Est-ce que c'est depuis ces 6 derniers mois ou est-ce que déjà avec la CCC, avec la MCC et toutes ces courses, on va dire intermédiaires où tu as augmenté en distance, ont été des points d'étape pour te conduire fin août prochain jusqu'à la ligne d'arrivée du côté de Chamonix? Bah, je pense que tu as tout compris, même avant, je dirais presque inconsciemment avant d'ailleurs, mais en fait, même mon époque triathlon a servi à ça. Ce que je disais, c'est que pour moi, le triathlon, en fait, c'était des courtes distances qu'on faisait, mais l'avantage justement, c'est que ça m'a permis de me préparer au trail sans savoir que j'allais aller me tourner vers ça, mais parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui fait les choses à fond quand il s'engage et je pense que je me serais mis directement au trail, avec la volonté de je pense que j'aurais été au-devant de problème parce que il aurait fallu réapprendre trop de choses parce que il aurait fallu s'équiper d'une prothèse, apprendre à courir avec une prothèse, sur un sol instable, tout ça. Donc là, le fait d'avoir commencé par le triathlon et par du courte distance m'a permis, ben, de voilà, d'apprendre déjà des gammes, à manœuvrer une prothèse sur un terrain stable, à commencer par des distances, on va dire raisonnables, et tout ça et aussi à croiser l'entraînement puisque mécaniquement pour le triathlon, je faisais les 3 natation et vélo et puis après, bah, quand, j'ai voulu me mettre, et il faut savoir qu'en plus pendant que je faisais du triathlon, dans mes 2 dernières années, je me suis initié au trail les hivers par des trails, vraiment à côté de la maison ou les copains organisés ou des trucs comme ça et des trails plutôt courte distance, les plus gros que j'avais fait là avant d'attaquer vraiment le projet trail il y a 3 ans, c'était, j'ai été 2 fois sur les finales des Golden Trail Series donc du 25-30 kilomètres, très technique cela dit. Mais voilà parce que j'avais l'opportunité avec Salomon et puis après, ben, il y a 3 ans quand j'ai décidé de me focuser vraiment sur le trail, j'avais déjà l'idée de l'ultra mais c'était une idée quoi, fallait, déjà passer, une première année et là j'ai fait 5 formats marathon donc Zinal, Marathon du Mont Blanc, Maxi Race, MCC sur l'UTMB et et du coup j'ai vu que c'était possible de faire, déjà 40 ce que je pensais un peu gros et tout et donc là après cette première un peu saison qui m'a mis en confiance, je me suis dit: «Bon bah, ça doit être possible vraiment d'aller vers ce projet ultra». Je me suis rapproché de mon coach et je lui ai dit: «Bah, écoute, moi, ce qui me fait rêver, c'est d'aller faire un ultra, l'UTMB pour plein de choses qu'on pourra évoquer et je lui ai dit, maintenant qu'on a fait cette première année avec des formats marathon, moi, j'ai pas un besoin, que ça soit urgent de le faire. Moi, ce que je voudrais, c'est que, bah, pas aller le faire à 50 ans forcément, mais je lui ai dit: «Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être quand j'y vais, d'être prêt, quoi». Heu et donc là, il m'a regardé, bah, il me dit: «OK, bah, l'année prochaine CCC, l'année d'après UTMB» et bah, elle est vendue et donc du coup, donc voilà, ça a été construit, comme ça et donc l'année dernière, c'est vrai que la CCC, c'était vraiment un point de passage important pour moi, je pense pour mon coach aussi, pour, bah, valider ça parce que c'était quand même une bonne répétition générale dans le ramp up, un premier 100 K avec, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est, ben une grosse fin, mais c'est toute la fin de l'UTMB. Donc aussi, ça permettait de prendre des repères, sur le type de terrain que j'allais croiser et très important du coup d'avoir pu le valider, parce que ça, je pense que ça aurait pu entamer ma confiance, si ça avait pas été le cas, quoi. Même si tu le dis, avoir un gros mental, fallait passer cette étape-là. Beh, oui, parce qu'après, avoir un gros mental, c'est bien, mais en fait aussi, enfin, tu vois, c'est pareil, c'est quand je parlais tout à l'heure de mon rapport au doute. Moi, le doute, pour moi, c'est pas un problème, c'est plutôt quelque chose qui m'anime. Maintenant, quand je réalise des projets, j'ai vraiment envie, comme tout le monde, d'atteindre mes objectifs
et pour les atteindre, en fait, ben, faut réduire cette part de doute, heu, au minimum et pour ça, en fait, bah, du coup, faut construire, faut mettre un peu des points de passage qui étaient la CCC. Alors je te dis, je l'aurais raté, ça aurait peut-être pas dit que je m'engageais pas là, mais je pense qu'entre temps, il aurait fallu que je revalide des étapes ou que je me reprouve quelque chose et donc ça, ces points de passage, ils sont là pour rassurer, pour montrer les limites aussi parce que si tu veux, si aujourd'hui j'ai une nouvelle prothèse et d'une, c'est parce que concours de circonstances, elle est sortie là, mais il y avait 2 autres types de prothèses qui lui ressemblaient avec lesquelles j'aurais pu aussi, si cette nouvelle prothèse n'était pas sortie, courir. Mais ça, c'était un des premiers, enfin, un des points très importants que la CCC a pu mettre en exergue, c'est que, en fait, j'ai perdu tellement de temps en descente, d'énergie, aussi de plaisir, la notion de plaisir parce qu'en descente, je descendais sur des œufs très crispés, beaucoup de monde qui me double et des personnes que je double très largement en montée et en descente, c'était vraiment limité par la prothèse que je me suis dit le bilan, c'était ça, c'était de me dire: «OK, c'est possible. Maintenant, par contre, il va vraiment falloir trouver une solution technique, pour les descentes à minima avec la prothèse». Donc ça, c'est ça aussi que ça sert et tu vois, toutes ces points de passage, bah, ça sert à lever les doutes. Là, bah, quand tu as fait un 100 kilomètres aujourd'hui, bah, c'est vrai que je vois, c'est un truc tout bête, mais la première année de faire des 40 kilomètres, pour moi, c'était de l'inconnu, c'était presque un exploit. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup là dans ma préparation de 50, 40-50, là, je vais encore sur le 40 du Mont Blanc. Bah, aujourd'hui, je pars sur ces courses-là, j'ai plus du tout d'appréhension de la distance. J'ai plus du tout d'ailleurs d'appréhension. Ce qui m'anime après, c'est d'aller chercher chrono, le meilleur temps possible. Mais voilà et donc là, demain, je dois faire un 100 kilomètres. Bah, c'est vrai que j'en ai déjà fait un, donc ça m'a rassuré et heu et voilà, en fait, moi, comment je construis, ça? Heu, voilà, la ce que je te disais, les problèmes de prothèse, il faut qu'on les ait tués avant l'UTMB. En fait, voilà, pour réduire la part de doute, in fine, le monde idéal, c'est d'arriver le jour de l'UTMB, la seule part de doute parce que je doute pas trop de mon mental, mais il y a quand même une petite partie qui peut être ça. Mais ma plus grosse part de doute, ce que je veux, la seule qui soit presque, au départ de l'UTMB, c'est, la dimension blessure que là, bon, bah, je veux dire, là aussi, je travaille pour ça, on fait beaucoup de renfort musculaire. Maintenant, tu peux chuter, enfin, on sait tous, que c'est un sport, voilà, hein, tu peux même les meilleurs, au bout de 10 kilomètres, peuvent se faire, une blessure, qui entachera leur UTMB. Mais voilà, à part cette partie, d'impondérable qui est pas contrôlable, moi mon job en fait et maintenant d'autant plus que je suis dédié à faire ça, c'est de réduire, cette part de doute, de risque, au minimum. Avant qu'on revienne, Julien, sur ton, entraînement, sur le volume que tu vas pouvoir mettre également sur, cette grosse charge d'entraînement là au cœur de ta préparation. Pourquoi l'UTMB? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Tu l'évoquais tout à l'heure. Quelles sont les raisons qui te poussent à atteindre ce sommet, on va dire, du trail? Alors la première c'est je vais répondre pour l'ultra en général et ce défi d'ultra. Donc là, la première c'est vraiment le dépassement de soi, le côté mental et de voir parce que comme je te le dis depuis le début et si je le dis, c'est parce que aussi c'est souvent, ce qu'on dit de moi, c'est que c'est vraiment ma force. Mais je veux voir aussi à quel point, à quel point, à quel point parce que je pense que là, je vais vraiment être, bah, clairement à l'instant T, fin août, ça sera vraiment, le plus gros défi que j'aurais eu à relever sportivement et le plus gros défi aussi mental. Et donc voilà, je veux aller creuser un peu tout ça, la fameuse Pain Cave à Courtenay là, voir, voir la profondeur de la mienne un petit peu si je vais imager. Ça, c'est vraiment une des premières choses. La deuxième chose, pourquoi l'UTMB particulièrement? Bah, il y en a une qui est assez pratico-pratique, c'est que en gros, il y a les 4 majeurs, hein, qui font rêver un petit peu tout le monde, je pense et que pratiquement parlant, ben, moi, c'est la plus près à côté de la maison, entre parenthèses, à 3 heures et demie de route. Donc aussi logistiquement et tout parlant, bah, je trouve que ça a du sens avant de peut-être s'exporter sur d'autres. Hem et puis, aussi la troisième, c'est je pense par cette dimension aussi, ben, comme tout le monde, elle fait rêver tout le monde parce que, bah, je suis pas sûr que ce soit la plus dure des 4 majors, on va dire, mais
C'est celle où il y a le plus de densité, c'est celle où il y a le plus de highlights aussi. C'est celle qui fait rêver dans l'inconscient collectif et donc ça, pour moi, ça va être une belle vitrine aussi pour mettre en évidence cette performance et le message aussi que je souhaite porter, auprès de toutes les personnes en qui ça résonne et je dis volontairement ça, toutes les personnes en qui ça résonne parce que souvent on me dit, que ça inspire, oui, mais je pense que ça inspire plus plus large que le spectre des personnes en situation de handicap et si je te dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup de témoignages dans ce sens-là qui et je vois les profils, en fait, qui reviennent vers moi et au final, c'est une petite partie des personnes qui sont en situation de handicap. C'est sûr que pour elles, c'est plus facile de s'identifier, mais il y a tellement de monde, qui a des raisons de pas aller bien pour, tout un tas de sujets et c'est vrai que moi, de passer cette ligne, ce sera, j'espère, un beau message, entre parenthèses d'espoir, de résilience et d'envoyer, ouais, un message, un peu, par la résonance de l'UTMB, et des images, comme quoi, on peut accomplir de grandes choses si tant est qu'on est habité par une volonté, de d'y aller et de faire. Quand je dis ça, souvent je dis ça, c'est pas tout le monde doit aller courir un UTMB, pour, pour aller bien, mais juste moi, mon message, c'est, soyez passionnés par quelque chose et en fait, quand il vous arrive un accident de la vie, un problème, qui est difficile à gérer, justement, ayez une passion et c'est ça qui va vous aider à sortir la tête de l'eau. Ça, certainement un entourage. On parle souvent des piliers boulot, famille, passion, mais je pense que ça s'inscrit vraiment complètement là-dedans et ça aide bien, à équilibrer les vases et avoir des compensations, quoi. C'est un peu ça le message que je souhaite passer à travers ça. Le fait aujourd'hui, Julien, d'être mis en lumière avec ce projet UTMB, est-ce que ça te galvanise ou est-ce que ça te met une pression supplémentaire? Ou est-ce que tu es imperméable à toute cette agitation qui peut se passer autour de toi? Bah, c'est un peu les 2, je pense, le fait de l'annoncer et de communiquer aussi dessus, à quelque part, tu peux plus t'échapper et donc du coup, après derrière, c'est ce que je te disais, tu fais tout le job pour réduire tous ces doutes et réussir. Donc ça galvanise. Après, oui, en quelque sorte, ça rajoute une petite pression, mais je pense que la pression, je me la mets un peu quand même tout seul, et plus qu'une pression, je parlerais vraiment d'une volonté de réussir et en sachant tout ça, j'envisage aussi, hein, heu, dans un petit coin de ma tête, hein, parce que je veux que l'envisager que dans un petit coin, mais j'envisage aussi que ça peut être un échec, hein, pour ce que je te disais, hein, blessure, tout ça. En fait, rien n'est jamais couru d'avance pour personne, hein, d'ailleurs, si amateur ou élite soit-on. Donc j'envisage quand même un petit peu ce truc-là, mais j'avoue que la pression, pour l'instant, elle est plutôt positive. Elle me pousse à travailler encore plus dur, plus fort, à focaliser, pardon, là-dessus. Hem, ouais, ouais et je pense déjà, je réfléchis souvent quand même aux émotions et tout que ça va me procurer et tout et c'est vraiment ça qui m'anime et rien que d'y penser, j'ai plusieurs raisons d'être, sur cette ligne d'arrivée et je vais vraiment tout faire pour et ce et ce qu'il y a de sûr, c'est que j'aurais pas triché, quoi. Enfin, si jamais ça doit mal se passer, j'aurais fait tout mon possible et tout ce que je pouvais faire le jour J, pour franchir pour moi, mais aussi, ce que je te disais pour ce supplément d'âme et parce que le projet, il est plus grand que juste moi de passer la ligne d'arrivée. Tes proches, ta proche famille, ton épouse, tes enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent de ce projet que tu as, mis au cœur de la famille finalement? Ouais, j'ai mis ça au cœur de la famille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis séparé depuis 2 ans, mais n'empêche que on peut quand même parler de mon ex-épouse parce que, elle prend part au projet aussi à quelque part, dans l'ombre, hein. Parce que, forcément quand, nous on a fait le choix d'une garde à 50-50 donc les courses elles tombent pas toujours et les stages tombent pas toujours, les semaines donc on s'arrange beaucoup et donc ça c'est important. C'est vraiment une performance collective dans la famille, mais même j'ai vraiment aujourd'hui, il y a beaucoup de monde autour de ce projet-là et les enfants, oui, eux, ils sont très, impliqués dans le projet parce que, on parle beaucoup de ça à la maison dans le sens où,
beaucoup d'interviews, de podcasts. Ils ont les caméras du film et des et de certaines télés qui viennent régulièrement à la maison. Donc en fait, en ce moment, ils vivent un peu, aussi à travers ça parce que, ben, ils savent bien pourquoi tout ça et mais au quotidien, ils en font pas tant que ça. Ils savent que papa, il va s'entraîner. Ils me demandent souvent, «Tu fait combien de kilomètres aujourd'hui?» Voilà, c'est ça un peu qui les intéresse et après ils seront là, l'année dernière, j'avais pas pu les faire venir, parce que la séparation était, assez récente et que c'était compliqué de m'organiser pour qu'ils soient là. Mais là, ça sera un des facteurs, clés aussi, dans les moments un peu faibles donc ils seront présents là pendant toute la course. Alors on va les laisser aller se reposer et tout, il y a une maison qui est prévue pour eux mais ils vont être, présents un maximum et j'espère aussi passer la ligne d'arrivée avec eux donc ça c'est très, très important pour moi de les avoir et d'une pour moi, mais aussi pour leur faire vivre l'expérience et les émotions de ce qui va se passer parce que tu sais, ils sont encore petits, ils ont 8 et 5 ans et je pense que même si on en parle et que 180 kilomètres, le grand, ça commence à lui parler, à représenter quelque chose, mais je pense qu'il y aura rien de tel que de vivre l'événement, les émotions, qu'elles soient positives, négatives, que l'atmosphère, tout ce qui va se passer et si tout se passe bien, franchir cette ligne d'arrivée et voir tout ce qui s'y passe, je pense que ça sera un souvenir, gravé, pour eux et des graines de planter pour qu'ils s'accomplissent dans la vie, d'une manière ou d'une autre, hein. Peut-être pas dans le trail, mais je pense que quand ils auront vécu ces émotions à cet âge-là, ça leur donnera envie de les revivre à eux en tant qu'adultes et peut-être en tant qu'acteurs d'une performance, qu'elle soit aujourd'hui, ils font du judo, ça se trouve, dans le judo, dans n'importe quoi, mais ça leur donne cette passion, et envie de vivre ces choses. Alors je vais poser la même question que tes enfants, Julien. T'as fait combien de kilomètres aujourd'hui et qu'est-ce que tu mets dans cette préparation? Tu parlais tout à l'heure de ce que tu as expérimenté en triathlon avec des entraînements croisés. Est-ce que tu appliques aujourd'hui cette même méthode pour pouvoir avoir un volume suffisant et se préparer de la meilleure des façons à cette UTMB? Ouais. Ouais, bah, l'entraînement, j'applique une seule méthode, c'est la méthode Bringer, du nom de mon entraîneur. Donc moi, je fais mes devoirs. Je fais mes devoirs, bah, du coup, là, la planification, moi, on travaille avec un logiciel, là, Nolio. Moi, je lui mets mes disponibilités et lui s'occupe de me mettre mes devoirs, hein, j'appelle ça mes devoirs. Hem, Sachant que, bah, il connaît bien ma particularité parce qu'il m'entraînait déjà dans le triathlon, hein. Ça fait 5 ans au moins qu'on bosse ensemble avec Patrick et donc du coup, et le trail, lui, pour ceux qui connaissent pas Patrick Bringer, il a quand même un palmarès en triathlon assez sérieux et en trail aussi avec, des sélections en équipe de France. Et puis il a eu la chance de faire des mondiaux et tout ça. Heu, donc du coup, là, on croise pas mal l'entraînement, plus que ses athlètes, parce qu'il entraîne des athlètes élites aussi. Hem, un peu plus que du pour, moins générer de contraintes dans la prothèse et tout ça et de risque de blessure. Donc quand je dis croiser, là, actuellement, principalement, c'est le vélo, sous 2 formes, VTT et vélo de route. Hem, le but, c'est de générer en fait souvent, ben, ce qui est important en ultra, c'est de travailler sur fatigue et donc ce qu'on fait, c'est qu'on passe beaucoup d'heures aussi à côté sur le vélo pour générer de la fatigue et après, bah, là, si tu veux, cette semaine, je pense que je vais être à une semaine, grosso modo, à pas loin de 25 heures d'entraînement avec la muscu et tu vois, je sais que je dois avoir, je pense que je vais finir la semaine avec 2 fois 5 heures de course à pied en trail, de rando-course comme on appelle et j'aurais fait 8 heures de vélo la veille, en vélo de route. Donc tu vois, on génère cette fatigue avec le vélo et on recourt derrière, on court avant, on court derrière, on fait du vélo. Le but, c'est de travailler un peu sur fatigue et d'apprendre aux muscles, les sensations qu'il va retrouver en fin d'UTMB, par exemple, au bout de 100-150 et de lui apprendre, la douleur, la fatigue et de lui dire: «Bah, c'est OK, tu connais ça, tu sais courir avec ça» et voilà et on essaye d'upgrader, comme ça donc on me demande souvent un peu comme toi, tu vois, la volumétrie mais elle varie en fonction des périodes de l'année mais on va dire qu'en période hivernale, on est plus proche de 15 heures et là, on fait des semaines à 25-30. Peut-être qu'il y aura des semaines, là, j'ai mes recos UTMB sur 6 jours. Enfin, on va courir 5 jours mais on y va 6 jours. Ça va être 6 jours, bah, tu vois, où j'aurais fait 180 bornes, j'aurais passé beaucoup de temps, ça va peut-être être 2 semaines à 30-35 heures, il y aura des pics comme ça. Mais voilà un peu
Voilà un peu, comment on articule, puis tu en fais des gros blocs, après des moments hors décharge 3-4 jours. Donc là, tu vois, j'ai un gros bloc au moins, je pense, là, on n'a pas tout à fait fini de programmer jusqu'à samedi. Ça va être un gros bloc. Après, je vais rallumer un peu en début de semaine et j'ai le marathon du Mont Blanc dimanche prochain. Donc on va redescendre un peu pour le marathon, même si c'est pas un objectif, que là aussi, on peut y arriver un peu sur fatigue. Mais bon, voilà un petit peu comment on travaille, du coup, générer de la fatigue en croisant un peu avec le vélo. Sur la partie muscu, tu arrives à travailler de façon symétrique la jambe valide et la jambe amputée pour les quadris, pour les ischios. Comment vous procédez? Parce que là, tu as peut-être pas la possibilité de relever justement le pied sur la jambe amputée. Comment tu arrives à quand même renforcer cette jambe? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même un équilibre entre les deux. Ouais. Ouais, bah, justement, non, je lève pas le pied en muscu sur cette jambe, d'autant plus que, bah, en muscu, tu pas de risque de blessure quasi nul. Donc non, non, justement, l'idée, c'est de la renforcer le plus possible. Bah, moi, si tu veux déjà un ordre d'idée, hein, parce que naturellement, vu que je compense beaucoup avec l'autre, je dis souvent ça, ma cuisse de la jambe valide, elle fait 8 centimètres de circonférence de plus que la jambe amputée. Donc, il y a clairement ce déséquilibre. Donc non, comment on travaille, donc la muscu, j'ai pas un préparateur physique, mais c'est presque encore mieux, parce qu'elle sert à la performance, mais elle sert aussi beaucoup en prévention blessure. Donc moi, je fais ça avec mon kiné et l'idée, c'est de faire du travail parfois à 2 jambes, mais on fait beaucoup de travail dissocié. Bah, parce que sinon, en fait, si tu veux, par exemple, si tu te fais que des squats, des choses comme ça, en fait, tu as vite fait de, là aussi, compenser et vite reporter la charge sur la jambe valide. Et moi, ce qui est intéressant, c'est d'essayer, même si elles seront jamais, égales, c'est essayer de rétablir un peu cette grosse différence, entre les 2, musculairement. Et donc du coup, bah, par exemple, tu vois, je fais de la presse, donc je mets toujours plus lourd sur ma jambe valide puisqu'elle est capable d'emmener plus, mais du coup, bah, en fait, je travaille à une jambe, puis à l'autre. Donc pas mal de travail dissocié pour, justement, pour être sûr que quand elle est toute seule, elle a pas d'échappatoire. En fait, certes, elle va porter moins, mais par contre, je vais aller au max de ce qu'elle peut porter pour essayer de la faire progresser, de son côté. Alors dans cette team Salomon, tu es au contact de grands champions. Qu'est-ce qu'ils t'apportent et qu'est-ce que tu leur apportes au quotidien quand vous êtes en stage, quand vous êtes sur des rassemblements? Alors ce qui m'apporte, ça va être beaucoup plus facile à répondre que l'inverse. Ce qui m'apporte moi, bah, beaucoup d'expérience, ben, ouais, forcément d'expérience et dans divers domaines, bah, forcément du coup dans la course à pied pure et dure, mais aussi beaucoup dans l'alimentation. Dernièrement, j'ai beaucoup échangé avec Camille Bruyala sur ces sujets-là. Hem, sur, la gestion de course, voilà, quand prendre quoi. Sur, aussi, bah, leur façon de vivre à quelque part aussi parce que souvent, ben, quand on les côtoie pas de si près, peut-être on fantasme des fois ou on imagine des choses et on voit souvent la côté, juste performance et les courses. Mais c'est assez difficile de se rendre compte, en fait, comment ils travaillent, quelles sont les particularités de chacun. Puis parce qu'en plus, des fois, pour atteindre le même objectif, il y a plusieurs chemins. Donc ça, c'est aussi vachement intéressant de croiser un peu tout ça. Donc j'échange beaucoup avec eux et tout ça, donc là-dessus et ça, c'est cool pour me donner confiance. Et moi, qu'est-ce que je leur apporte? Je sais pas. Après, je pense qu'ils j'ai pas trop de recul là-dessus, puis tu vois, tu pas trop à leur demander, ça, mais je pense si je devais dire une chose, c'est peut-être, ben, ça, ils m'ont déjà salué et ils me disent souvent, il y en a une partie qui sont anglais, mais «Amazing Julien», enfin, bah, ouais, je pense que pour certains, ils s'imaginaient pas qu'on pouvait faire ces choses-là, normal, parce que pas confrontés à la chose, et tout ça et là, ben, ça permet de mettre, parce qu'on est plusieurs, hein, à faire les stages avec eux, on dit, mais bah, de nous voir un peu tous ces profils-là, être capable de faire des choses et in fine, les mêmes choses qu'eux, bon pas aux mêmes allures qu'eux, on l'entend bien, mais ben, je pense que ça leur fait prendre conscience aussi, de ces choses-là et puis peut-être relativiser aussi certaines choses, de leur côté quand, bah, ils ont des pépins, des blessures et tout, peut-être un peu ça, ouais, ça mais toujours est-il, c'est vraiment cool et puis moi, chez Salomon, j'ai vraiment noué des bonnes relations avec eux et c'est vraiment génial et puis, bon,
je le garde un petit peu encore. J'annonce pas de nom encore, mais il y a un athlète élite qui sera dans mes. J'ai le droit à un relayeur, en fait, un guide. Ils appellent ça guide là, sur UTMB qui va courir avec moi pendant la course pour notamment porter ma jambe. Et ils vont se relayer, ils seront 5 et dans ces 5, il y aura un athlète élite dont on dévoilera le nom en temps voulu. Mais donc voilà pour dire que et ça je suis très content de la personne qui vient parce que c'est quelqu'un qui est très cool et qui est très sensible à la cause, quoi. Alors entre le port de la flamme olympique, un titre en cross triathlon ou cette UTMB qui se profile, qu'est-ce qui t'a jusque-là apporté le plus d'émotion? Alors l'UTMB, on peut pas savoir, faudra qu'on prenne rendez-vous pour un autre épisode, mais d'avoir été porteur de la flamme à 2 reprises, 2024, Mmh. 2026, ça t'a apporté beaucoup d'émotions? Tu pensais un jour pouvoir également participer à cet événement-là? Objectivement non, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé et puis je me sentais pas forcément légitime, pour le faire. La flamme d'été, ça s'est passé, c'est la marque de la lame avec laquelle je cours qui m'a demandé de candidater. J'ai candidaté, puis quand c'est comme ça, tu fais 4-5 lignes sur tes motivations et ce qui t'animerait de la porter et du coup, faut croire que ça a suffi à convaincre, les personnes qui décident de ça. Donc ça, c'était pour les Jeux de Paris. Puis je l'avais fait à côté de chez moi, hein, ça c'était une volonté aussi. Donc ça, c'était plutôt cool et au départ, ouais, je l'avais fait un peu à la demande de la marque, mais je me rendais pas compte de ce que ça pouvait et franchement, je suis parti le faire pour le faire, mais j'étais enfin voilà, je l'ai fait parce qu'on me l'avait demandé, tu vois, au départ et j'étais pas prêt, tu vois, à recevoir, l'accueil qu'on a reçu et la ferveur. J'avais pas mesuré ça. Donc c'était vraiment une belle expérience à Vichy, puis du coup là, la famille avait pu venir et tout, c'était cool. Là, j'ai reporté, ouais, pour les Jeux d'hiver, donc c'est marrant parce que je dis toujours: «Bon, peut-être pour 2030, ce sera peut-être pas exclu en France», mais du coup, je me dis: «La boucle, elle est bouclée» parce que j'ai eu la chance de porter pour les Jeux d'été, pour les Jeux d'hiver, donc c'est rigolo et là, c'était plutôt au travers de Salomon sur ces Jeux d'hiver. Bon là, elle avait un peu moins de saveur dans le sens où j'étais au fin fond de l'Italie et que du coup, j'avais une personne de Salomon qui a pu partager avec moi, mais il y avait pas la famille, mais néanmoins ça reste toujours, des belles rencontres avec les relayeurs et tout, donc ça c'était sympa. Bon maintenant si je dois faire un choix, moi clairement je suis tellement animé par la compétition et la performance que, c'était un très beau souvenir les championnats du monde de cross-tree, mais maintenant ils sont un peu loin et là aussi, j'avais vécu ça tout seul, hein, puisque la famille avait pas pu se rendre avec moi, sur l'événement. Mais là clairement, pour le travail que ça représente, les années, le monde impliqué là-dedans et l'image que je veux renvoyer, heu, ouais, ouais, pour plein de choses. Même là, je te cache pas que j'ai les émotions d'habitude, je les contiens assez bien, mais même là, quand j'y pense régulièrement, je me projette, tu vois? Des fois sur une sortie vélo, machin, où je me projette sur, ce moment-là. Je pense qu'il va être, il va être dingue pour plein de raisons un peu évoquées. Voilà, je te disais le message, tous les gens parce que moi, il y a aujourd'hui, tu vois, je t'ai parlé du kiné, du coach, mais il y a un prothésiste, il y a chez Salomon énormément de gens qui m'aident, hem, la marque de l'âme qui fait du développement, heu, enfin moi, j'ai une communauté aujourd'hui autour de moi, les copains, les guides qui vont être là. J'ai aujourd'hui, dans le staff une équipe, de communication, des gens qui gèrent la relation presse. Enfin, il y a vraiment un staff très, autour de moi et beaucoup de gens qui croient en moi et qui suivent ça de près et donc du coup, le film, parce que, pour le film, on veut une happy end aussi, qui se terminera après l'UTMB, hein. Donc pour tout ça, tous ces sentiments mêlés, les enfants, j'ai aussi, c'est quasiment confirmé, mais j'ai parrainé il y a quelque temps un projet là avec un enfant qui est amputé, qui a l'âge de mon fils et j'étais très touché par, son histoire. Lui, il était amputé suite à un cancer, donc une récidive de cancer d'ailleurs. Et là, il vient juste de finir ses chimios et normalement Isaac, et ses parents seront sur la ligne d'arrivée donc tu vois, ça fera une raison de plus aussi pour y être et pas le faire attendre,
enfin, tu vois, j'ai une bonne raison de la franchir, j'ai du monde qui m'attend, quoi. Oui. Il y a plusieurs bonnes raisons, hein. Ce que tu disais tout à l'heure, il y en a pas qu'une. Ouais, ouais. Ouais, ouais, il en manque pas, donc c'est pour ça que je pense que le cocktail là, là même quand je t'en parle, tu vois, je suis un peu pris par les émotions. C'est pas trop mon genre d'habitude, mais là, enfin, je te dis, puis c'est vraiment, le défi d'une vie. Je sais qu'en plus, ça va être 40 heures pas linéaires il va forcément y avoir des aléas, des difficultés à gérer et tout, donc là, je pense que ça va être une vraie libération. Il y aura beaucoup d'émotions, c'est sûr. Donc je vais pas te poser la question, Julien, de quel sera ton objectif pour les prochains mois, prochaines semaines. On a très bien compris avec cette UTMB, mais je vais quand même te poser la dernière question. Quel serait l'instant à côté de ta pompe? Là, on va adapter un petit peu la question. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu n'es pas sur ton vélo à pédaler ou à cavaler dans les sentiers? Est-ce qu'il y a une petite place pour d'autres choses que tu aimes bien faire? Ouais, tellement, parce que moi, je suis un passionné de plein de choses. Je m'intéresse à beaucoup, beaucoup de choses. Mais si je dois faire un peu court, bah déjà passer du temps avec mes enfants, clairement. Et là aussi, partager du sport, mais je jardine aussi beaucoup pour diverses raisons, mais parce que ça m'apporte bah, un équilibre dans la vie et aussi ben, ça me permet de me nourrir quelque part assez sainement, ce qui est pas évident à l'heure actuelle. La pêche, tu vois, ces moments-là, les moments en nature, je suis un fan et grand ramasseur de champignons, Il y a des même points si communs j'ai avec mon Vincent philo. là, hein. C'est la Ouais, pêche, les champignons, je te retrouve ouais. un peu dans Vincent là. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. C'est clair avec Charbot, ouais, on a bon après voilà, hein, on est des gens un peu de la campagne et tout, on aime ça. Moi, j'adore la convivialité aussi, bah, partager des moments avec les copains parce que, bah, les saisons sont dures et tout ça, mais après, tu vois, quand c'est le moment aussi de faire la fête, de se retrouver dans des moments conviviaux et tout en saison plus basse, ça aussi, c'est des moments que j'adore. Je suis un grand fan de rugby avec, l'ASM aussi à Clermont. Voilà et puis après aussi quand j'ai du temps, ça j'ai vrai que j'ai moins de temps, mais concerts, musique, théâtre. Ça c'est ouais donc voilà, j'ai vraiment plein de choses qui aujourd'hui c'est du temps, comme pour beaucoup de monde je pense qui manque pour, assouvir, tout ce que j'aimerais faire. Et ça je pense que c'est très dû aussi au fait d'un accident à 18 ans, ce que ça a changé aussi, tu vois? Ça m'a appris à la valeur du temps, tu vois? Donc c'est aussi pour ça peut-être que des fois je veux trop en mettre dans ma vie parce que tu as appris que tout peut s'arrêter vite et je pense qu'inconsciemment, bah, tu as envie de la croquer à pleines dents et de savourer aussi, les moments pleinement. Moi aujourd'hui, tu vois, quand on parlait du choix d'arrêter de travailler, certes c'est un choix qui fait peur, qui n'est pas sans conséquences potentiellement pour le futur, mais moi aujourd'hui, en fait, ben, avec la vie que je voulais mener et tous les projets que je t'ai décrits, le film, tous ces trucs-là, c'était plus compatible de travailler de manière conventionnelle et donc du coup, j'ai fait les choix d'aller vers les choses qui étaient pour moi les plus primordiales, retrouver du temps pour mes enfants, plus de qualité, investir mon temps dans ce projet UTMB, développer ma boîte aussi à côté, tous ces trucs-là et puis être libre à quelque part de faire vraiment tout ce qui me passionne avec le moins de contraintes possible et ça, c'est vraiment un truc qui m'anime, c'est aujourd'hui je vais vraiment à l'essentiel, des contraintes, tu en as toujours dans tout ce que tu fais. Toi, aujourd'hui, tu fais un podcast, même si tu m'as expliqué que tu avais un job à côté. Bah, je pense que même ton podcast, c'est une passion, mais même dans le podcast, il y a des parties qui sont certainement moins agréables, moins rigolotes. Moi, j'ai de l'administratif comme tout le monde que je déteste, des choses comme ça, mais j'essaye de réduire la part de contraintes au plus, au plus faible et pour aller vers tout ce qui m'anime et ce qui a de la valeur ajoutée pour moi. Et ça, je pense que ça a été dupliqué avec l'accident. Julien, moi je te remercie d'avoir pris du temps justement pour enregistrer cet épisode et transmettre aux auditeurs à la fois ta passion et venir expliquer ton projet avec de très belles valeurs. Donc à nouveau, merci d'avoir pris du temps ce soir pour pouvoir enregistrer cet épisode. Je te souhaite bon vent et puis on se retrouve dans quelques semaines, dans quelques mois pour débriefer tout cela. Et bah, ouais, bah, je te remercie beaucoup pour l'opportunité d'avoir présenté mon projet, puis d'avoir parlé un peu de moi. Et puis, avec plaisir pour revenir, parce que je pense qu'il y aura des choses à raconter forcément, après fin août. Eh bien merci Julien. Merci Seb. Je te remercie pour cet épisode enregistré avec beaucoup d'humanité et beaucoup de passion comme tu as su la transmettre.
Merci Sébastien et merci aux auditeurs pour l'écoute. Et chers auditeurs, on vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.